enregistrement. Si certains veulent l'avoir, je donne le lien. Et bon, on commence alors. Beaucoup d'hypertension. Voilà, moins de problèmes, mais qui vont arriver. Donc, on est très content. Je ne présente pas Michel, c'est pas la peine. On est d'accord. Quoi qu'il en soit, donc, historiquement et pour l'avenir aussi, un des meilleurs connaisseurs du monde du système rénino-angiotensin, qui a eu sa naissance et non pas sa fin. Et justement, il n'y a pas de fin. Et là, il va nous parler d'un truc qui nous intéresse, et puis protocole d'ailleurs aussi commun, avec l'inhibition de la synthase, on va dire ça beaucoup mieux que moi, d'aldostérone, et puis les possibilités thérapeutiques que ça va ouvrir pour mieux prendre en charge les patients. On t'écoute. Merci beaucoup, Eric. Alors, ça marche pas. Ce qui est possible, ça marche pas. Alors, tu sais quoi, tu vas me faire un signe. Non. Ça marche. C'est avec le Zoom, ça fonctionne pas. Ah, d'accord. Ok. Donc tu me dis. À ce moment-là, je prends la souris. Non, c'est ça. Voilà, ça ne peut pas. Voilà. Donc, juste pour rappeler à tout le monde, le plus jeune, la vue classique du système rénine-angiotensin-aldostérone. Je vous rappelle qu'il y a un substrat d'origine hépatique, qui est l'angiotensinogène, qui va être clivé par l'enzyme qui est la rénine, qui est sécrétée par l'appareil juxtaglomérulaire. Ceci est l'étape limitante du système rénine-angiotensine, qui va libérer l'angio-1, qui va être clivé par l'enzyme de conversion d'angiotensine en angiotensine 2, qui va se lier à son récepteur, principalement le récepteur AT1, et ici au niveau surrénalien, dans le cortex de la glande surrénale, va stimuler la synthèse d'aldostérone. Suivant. Alors, voici, juste pour rappel, et c'est important quand même, puisqu'on va parler des inhibiteurs de la synthèse d'aldostérone, la voie de biosynthèse de l'aldo au niveau de la zone glomérulée de la cortico-surrénale. Donc, c'est une hormone minéralocorticoïde qui démarre le cholestérol, dont l'origine est le cholestérol. Et je passe toutes ces étapes initiales pour se limiter ici à l'étape finale de la synthèse de l'aldostérone, qui est l'aldostérone synthase, qui est l'étape limitante du système. Et l'aldostérone synthase, ici, va catalyser 3 étapes enzymatiques. La 11 bêta-hydroxylation du 11 déoxycorticostérone, c'est la DOC, qui va être transformée en corticostérone. Puis ensuite, la 18 hydroxylation de la corticostérone, 18 hydroxycorticostérone, qui va être ensuite oxydée en aldostérone. Donc, 3 étapes catalytiques sous la dépendance d'une enzyme qui est CYP11B2, qui est un cytochrome. Et on verra qu'il y a une très forte homologie avec CYP11B1, qui est corticol, la 11 bêta-hydroxylase qui permet la synthèse du cortisol. Suivant. Rapidement, quelques régulateurs de la synthèse d'aldostérone. Ceux que vous connaissez, principalement l'angio2, le potassium, très important, et l'ACTH. Les inhibiteurs, l'ANP et la dopamine. Je passe tout le reste, c'est juste pour replacer le système. Suivant. Donc, l'aldostérone, cette hormone minéralocorticoïde, elle joue un rôle majeur dans la régulation du métabolisme sodé, potassique et hydrique. Et donc, via des effets génomiques au niveau du néphron distal. L'aldostérone, ici, qui est cette hormone stéroïde, va se lier au récepteur minéralocorticoïde qui se trouve en intracytosolique. Et cette liaison ici de l'aldo à son récepteur va entraîner une translocation au niveau du noyau, et cette translocation au niveau du noyau et sa fixation à ces hormones responsive elements va stimuler la synthèse de différents gènes. La fin de tout ça, c'est, premièrement, on va avoir une activation au niveau du tube distal et du tube collecteur de ENaC, donc de canal sodé aminoride sensible, qui va réabsorber le sodium et qui est bloqué par l'aminoride. On va avoir une activation de ROMK. On va avoir une activation de NAK-ATPase, donc l'ensemble dans un bilan sodé positif et une excrétion urinaire de potassium. L'effet ici est bloqué par spironolactone et pléanone, qui sont des antagonistes minéralocorticoïdes stéroïdiens, qui ont la même tête que l'aldostérone. Suivante. Alors, un élément qui est important, c'est que vous avez vu les effets génomiques de l'aldo, mais l'aldo a aussi des effets rapides non génomiques.
et donc qui sont représentés ici. Certains passent par le récepteur minéralocorticoïde, d'autres vont être liés à un récepteur au G-protéine, donc un œstrogène récepteur, et ces effets sont extrêmement rapides, et vous voyez, ça va augmenter mince, je cherche le mot en français. Les reactive oxygen species, donc tout ce qui va jouer un rôle dans l'oxydation. La phosphorylation d'ERK est AKT, donc ça va stimuler aussi les voies de fibrose. C'est observé au niveau des cellules non épithéliales, vous voyez, cellules vasculaires, musculaires lisses, endothéliales, certains cardiomyocytes, les cellules rénales, etc. Et ça peut induire une vasodilatation endothéliale dépendante, apoptose, diminution de la prolifération cellulaire, mais aussi être impliqué dans le remodelage vasculaire. Aldo présent, donc effet génomique et effet non génomique. Suivant. Un autre élément qui est important de connaître, c'est la très grande sensibilité du récepteur de minéralocorticoïdes aussi au cortisol. Je vous rappelle que le cortisol circule à une concentration environ 1000 fois supérieure à celle de l'aldostérone. Or, il a la même affinité pour le cortisol. Et c'est un miracle que nous ne soyons pas en permanence en inflation hydrosodée et complètement avec une hypokaliémie. Et ce miracle tient à une enzyme qui est la 11-bêta-HSD2, hydroxysteroïde déshydrogenase de type 2, qui va en permanence transformer le cortisol en cortisone, et la cortisone ne peut plus se lier au récepteur minéralocorticoïde. Alors, bien sûr, il y a des maladies génétiques où vous pouvez avoir déficit en 11-bêta-hydroxystéroïde déshydrogenase de type 2 et la réglisse qui inhibe la 11-bêta-HSD2. Et c'est comme ça qu'on a le mécanisme de l'hypertension artérielle induite par la suivant. Alors, l'aldostérone, au-delà de son effet sur le métabolisme hydrosodé et potassique, va avoir des effets très particuliers sur les cellules non épithéliales, en particulier en présence d'un excès de sel. Il faut bien comprendre la physiologie. Vous êtes en déplétion sodée, vous avez besoin de votre aldo pour récupérer de l'eau et du sel. En pathologie, si vous êtes en excès de sel et qu'il y a de l'aldo qui est en excès, en fait, ça va vous induire des lésions. Et qu'est-ce que ça va induire? En fait, au niveau cardiaque, eh bien, une fibrose et une inflammation cardiaque. Ça va induire aussi une hypertrophie et une prolifération. Au niveau des vaisseaux, c'est pareil, inflammation, prolifération, fibrose. Diapositive suivante. Donc, cet effet pathologique de l'aldo est indépendant des concentrations de rénine, qui en fait va avoir des impacts aussi bien au niveau rénal, donc inflammation, fibrose, hyperfiltration, protéinurie, bien sûr un effet sur l'arrêtation hydrosodée. Au niveau cardiovasculaire, la dysfonction endothéliale, l'inflammation, l'hypertrophie et la fibrose. Tout ceci va conduire à l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale chronique et les pathologies cardiaques. Diapositive suivante. Alors, un des rôles importants de l'aldo, c'est dans l'hypertension artérielle. Je vous la replace dans l'hypertension. Premièrement, vous avez des maladies. L'hyperaldo primaire, vous avez un excès massif d'aldo complètement déconnecté de la régulation par la rénine. Donc oui, ça donne de l'hypertension avec hypokaliémie. Mais on sait aussi, depuis les travaux de Framingham, que les gens qui ont, enfin, des sujets normotendus, parfaitement normotendus, qui vont avoir des concentrations plus élevées d'aldo, mais toujours dans la valeur normale. C'est-à-dire que quand on prend le quartile le plus élevé, eh bien ceux-là vont avoir une probabilité de développer une hypertension artérielle bien plus élevée que les sujets qui ont le quartile le plus bas. Donc, le fait d'avoir cette sécrétion un petit peu augmentée d'aldostérone va provoquer ou va être associé à un développement d'une hypertension artérielle. Son rôle est très important dans l'hypertension artérielle dite résistante au traitement, où lorsqu'on mesure les concentrations d'aldo à des gens qui ont une hypertension résistante au traitement et ceux qui sont contrôlés, en fait, on trouve des concentrations extrêmement plus élevées dans un cas que dans un autre, et un tas d'inflation hydrosodée. C'est qu'il est quasiment impossible de bloquer l'aldostérone et sa sécrétion par un IEC antagoniste de l'angiotensine 2. Il y a un échappement en permanence. La caractéristique des IEC, des antagonistes de l'angiotensine 2, échappement très probablement lié au fait que c'est des médicaments qui ne
permettent pas un contrôle permanent de l'angio2 et du blocage du récepteur. Vous prenez le médicament, l'angio2 remonte, vous prenez l'antagoniste, le récepteur est de nouveau libre, si bien que vous avez une stimulation de la sécrétion de l'ALDO. Enfin, il joue un rôle très important dans l'atteinte des orgasmes. Suivant. C'est là où on a montré avec Alban Rodeuil, Élie Mousseau et Anne Blanchard l'impact chez l'homme des concentrations élevées d'aldostérone entre la physiologie et la pathologie. Qu'est-ce qu'on a regardé? Des sujets normaux, avec concentration normale d'aldo et une pression artérielle normale, des hypertendus avec une pression artérielle élevée et une concentration d'aldo normale, des gens avec une élévation de l'aldostérone, c'est-à-dire des gens avec un Barter-Gitelman, ils ont une pression normale, mais ils ont une aldo très élevée, parce qu'ils ont une néphropathie avec hypertenselle, et des gens avec une hyperaldo primaire, donc hypertension, sel et aldo très élevé. Maintenant, on regarde en IRM le cœur. Qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez ici la masse ventriculaire gauche. Les hyperaldo primaires, ce sont ceux qui ont la masse ventriculaire gauche la plus élevée, 71 par mètre carré. Et on va regarder, donc Élie et Alban sont capables de regarder qu'est-ce qui est la fibrose cardiaque, c'est-à-dire la masse extracellulaire et la masse intracellulaire qui est le muscle. Et vous voyez que lorsqu'on regarde les Barter-Gitelman par rapport au sujet normaux tendu, ils ont pourtant des aldos absolument du feu de Dieu avec une pression artérielle normale. Eh bien, la masse ventriculaire gauche, pareil. La masse, donc le muscle lui-même, pareil. Et la fibrose, pareil. Rien. L'aldo tout seul, physiologie avec une pression artérielle normale en dépression sodée, réponse physiologique ne fait rien. En revanche, si vous regardez l'hyperaldo primaire, donc l'hyperaldo primaire, avec un même niveau de pression artérielle, ils ont le même niveau de pression artérielle, la masse est beaucoup plus élevée. Hein, la masse intracellulaire, c'est-à-dire les myocytes sont plus lourds, et la masse extracellulaire, c'est-à-dire la fibrose, elle est plus importante. Donc on montre ici chez l'homme que dans des conditions où l'aldo est élevé avec du sel en excès, eh bien, il y a cette fibrose qui est excessive. Suivant. Juste pour bien comprendre, oui, la taille de tes camemberts, oui, c'est la masse. Ça, tu as la masse totale. D'accord. Voilà. Et donc, c'est diminué dans les Barter-Gitelman. Oui, parce qu'ils sont vides. D'accord. Ils sont vides. Comme tu calcules la masse en fonction aussi de la dimension de la cavité, donc c'est eux qui ont les cœurs les plus petits, en fait. Vraiment tout petits. Ils sont vides. Bienvenue. Non, c'est une question. Non, dans ce cadre-là, une masse normale est anormale dans le Barter? Non, voilà, ils ont une pression vraiment normale, voire plus basse. Voilà. Ils sont hypokaliémiques et ils ont l'aldo très élevé. Suivante. Pour vous montrer aussi ici que dans l'hyperaldo primaire, lorsqu'on compare à l'hypertension artérielle essentielle, quand on a un hyperaldo primaire à même niveau de pression artérielle, eh bien, voilà les odds ratios d'AVC, d'insuffisance coronaire, de fibrillation atriale. C'est un facteur de risque majeur de fibrillation artérielle que nos camarades ne cherchent pas. Hein, donc, ils font des ablations, des machins chez des malades qui ont probablement des hyperaldo primaires. D'insuffisance cardiaque et d'hypertrophie ventriculaire gauche. Suivante. Alors, donc, on essaye de bloquer les effets pathologiques de l'aldostérone. Suivante. Alors, ce que vous connaissez, c'est ça. C'est-à-dire qu'on utilise des antagonistes minéralocorticoïdes qui vont bloquer le récepteur. Il y a les nouveaux antagonistes minéralocorticoïdes non stéroïdiens, type finéréna. Et vous avez ici l'amyloride qui va bloquer le canal amyloride sensible. Alors, on est sur la cellule tubulaire. Diapo suivante. Cette fois-ci, l'autre possibilité, on se trouve au niveau de la zone glomérulée. Eh bien, vous avez les inhibiteurs de la synthèse d'aldostérone, mais aussi vous pouvez bloquer par les canaux calciques l'entrée de calcium et réduire aussi l'activation de l'aldosynthase. Donc, voici les différentes possibilités de bloquer le système. Comme vous voyez, les hydropyridines, c'est l'aldostérone. Alors, l'hydropyridine, mais c'est à très forte concentration. D'ailleurs, tu arrives à le démontrer lorsque tu combines une dihydropyridine avec, par exemple, le verapamil ou le distiazène. Donc, ceci a été utilisé pour des hypertensions sévères dans des hyperaldo primaires.
En particulier, par exemple, ça peut être envisagé chez les gens qui ont une mutation, J5, qui vont entraîner une augmentation du flux calcique intracellulaire et donc qui vont induire une sécrétion d'aldostérone en excès. Et donc, c'est pas une association classique. En fait, elle marche par deux moyens. Un, quand tu donnes le verapamil, ça inhibe cytochrome 3A4 et la dihydropyridine, comme l'amlodipine, est un substrat du 3A4, donc tu augmentes les concentrations d'amlodipine, attention aux effets secondaires, d'EDEM et tout le bordel. Donc voilà. Et puis aussi que la localisation de l'effet des inhibiteurs classiques n'est pas la même. Les dihydropyridines vont agir plutôt sur la face externe du canal, alors que le verapamil et le dithiazène vont rentrer à l'intérieur du canal. Donc il y a un effet aussi qui est cumulatif ici sur le canal, sur le blocage du canal presse. Suivant. Donc, en résumé, on inhibe l'enzyme ici qui permet la conversion de l'idéoxycorticostérone en aldostérone. Donc, on va agir, comme vous le voyez, aussi bien sur l'inhibition de la voie non génomique que la voie génomique, puisqu'on va avoir une réduction de l'aldo, une réduction de ses effets, une réduction de ses effets. Mais on ne va pas bloquer le récepteur, alors que le récepteur peut être activé, par exemple au niveau cardiaque où il n'y a pas de onde bêta-HSD2, par le cortisol. Donc il y a d'autres stimuli du récepteur minéralocorticoïde. Donc c'est de savoir quelle est la meilleure approche entre les deux. Je vous rappelle qu'on a eu ça, la même discussion avec les inhibiteurs d'enzymes de conversion. On a commencé à l'envers. On a commencé par un inhibiteur d'enzyme. On a eu ensuite un antagoniste du récepteur, de l'angle 2. Et donc ici, on est dans l'autre sens. Suivant. Alors, on pourrait s'arrêter là. 25 ans de succès thérapeutique avec les antagonistes minéralocorticoïdes. Suivant. Voilà les stéroïdiens, la spironolactone, les plérénols. Vous voyez, c'est une tête de stéroïdes qui sont, la spironolactone est plus puissante que les plérénols sur le récepteur minéralocorticoïde in vitro. Mais vous voyez ici qu'elle n'est pas sélective. Elle agit, on voit que la partie. Voilà. Elle agit, c'est un substrat, pardon, elle a une forte affinité aussi sur le récepteur aux androgènes et le récepteur au progestérone. Donc, ce qui explique les effets de la spironolactone, alors que les plérénols ne l'a pas. Mais les plérénols, comme vous le voyez in vitro, est nettement moins puissante que la spironolactone. Qui est suivante. Donc, voilà les effets qu'on connaît des inhibiteurs des bloqueurs du récepteur minéralocorticoïde. On sait le bénéfice dans la science cardiaque avec réduction de la fraction d'éjection, dans le post-infarctus, dans l'hypertension résistante et dans les cardioprénaires. Diapositive suivante. Mais en fait, la spironolactone n'est pas utilisée aussi bien chez les malades cardiaques que les patients avec l'hypertension résistante. Voilà la prescription chez les malades avec insuffisance cardiaque de spironolactone. Vous voyez, entre 20% et seulement 30% des patients qui reçoivent vraiment de la spironolactone. Et si on regarde l'hypertension résistante au traitement, ça c'était dans notre essai, on prenait les malades qui étaient résistants au traitement, qui théoriquement devraient tous recevoir un antagoniste minéralocorticoïde. Et à l'entrée dans l'essai, vous voyez, vous en avez seulement 35% qui reçoivent des antagonistes minéralocorticoïdes. Aux États-Unis, c'est 9% des prescriptions. Donc, ce n'est absolument pas pressé. On dit, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Mais non, mais OK, il faut le faire, il faut le faire. Ce n'est pas fait. Ça peut être fait et arrêté quand bien sûr, c'est ça. Non, mais c'est la photographie. Alors, effectivement, tu as totalement raison. Ah ben non, suivant. Tu appuies. Voilà. Donc, l'hyperkaliémie que vous savez gérer, mais que beaucoup de docteurs ne savent pas gérer, et les modifications du DFG, c'est aussi avec les plérénols, c'est ce qui fait que c'est moins prescrit, ou en tout cas les docteurs vont avoir tendance à l'arrêter. Et puis, il y a les effets sexuels de la spironolactone, qui sont parfois très, très compliqués. Et donc, d'avoir une gynécomastie douloureuse, c'est pas si simple que ça, une dysménorrhée, etc. Donc, ça fait que c'est pas prescrit. Suivant. Donc, c'est là où il y a eu d'autres antagonistes minéralocorticoïdes qui ont été développés, non stéroïdiens, dont la finerenone ici, qui est représentée ici, un clic. Pardon. Voilà, la finerenone, c'est un succès majeur, donc c'est tout à fait intéressant.
C'est non stéroïdien parce que c'est parti d'une structure d'un inhibiteur calcique. À très forte dose, les inhibiteurs calciques sont capables aussi de bloquer le récepteur minéralocorticoïdé, et spécifiquement de la nifedipine in vitro. Et à partir de cette structure chimique, en fait, on a essayé de dériver une autre molécule qui perd complètement son activité sur le canal calcique, mais qui va se retrouver avec un effet très bloqueur du système du récepteur minéralocorticoïde. Voilà comment est créée la finérine. Non stéroïdien. Non stéroïdien, ce qui veut dire pas d'effet, c'est uniquement sélectif sur le récepteur minéralocorticoïde et pas de taux d'impact sur les androgènes, sur la progestérone. Donc, effet majeur dans vos pathologies, c'est-à-dire l'insuffisance rénale et le diabète de type 2, avec 2 essais qui montrent une réduction avec un bénéfice cardiovasculaire, mais un bénéfice réel. Clic, pardon, juste un peu avant. Pardon. Mais aussi dans le sens cardiaque avec fraction d'élection préservée. Cette fois-ci, c'est la première fois qu'un antagoniste minéralocorticoïde montre ce bénéfice avec une réduction des événements. Suivant. Le problème avec les antagonistes minéralocorticoïdes que vous voyez ici, c'est la finérenone, ici la spironolactone. Quand vous les donnez, l'aldo augmente à l'infini. Il n'y a pas de limite à l'augmentation de la sécrétion d'aldo. Parce que vous allez induire une augmentation de la rénine, donc l'enjeu 2, ça stimule l'aldo, et puis vous augmentez la kaliémie, qui stimule l'aldo aussi. Donc de façon dépendante de la dose, vous avez cette augmentation de l'aldo. Donc si vous ne prenez pas les médocs, à un moment donné, l'aldo va se remettre sur son récepteur. Suivant. Alors, ce n'est pas si bien que ça. Parce qu'on n'arrive pas à bloquer, comme je vous ai dit, l'aldo. Voilà. Donc, si on regarde les malades avec insuffisance rénale et qu'on regarde leur concentration d'aldostérone sous IEC antagoniste de l'angiome 2, et on regarde 10 ans plus tard, ceux qui échappent, ceux qui vont avoir un échappement ici, ce qu'ils vont devenir. Suivant. Tac, on voit que dans les modèles ajustés, à chaque fois que vous avez un doublement de la concentration d'aldostérone, on a une augmentation de 11% du risque d'insuffisance rénale, de progression de santé. Donc cet échappement de l'aldo, c'est pas bien. Suivant. Alors que tu nous as dit le contraire il y a quelques diapos. Dis-moi. En tout cas pour le cœur, ça ne donne pas le fait d'avoir une hyperaldo. Et là, c'est l'échappement. Ils sont sous traitement. Ils sont mal, ils sont sous c'est l'échappement sous traitement. Suivant. Sous traitement sur un MRA. Oui, non. IEC antagoniste de l'enjeu. Donc, ça veut dire, ils ne sont pas bloqués. Ils ne sont pas bloqués. Et donc, ça veut dire donc l'augmentation du cholestérol, ça arrive, d'accord. Ça arrive. Ça me tombe sur le dos. Là, tu vois aussi, dans l'essence cardiaque, l'échappement et les conséquences sur la mortalité totale et sur la mortalité et les hospitalisations pour l'insuffisance cardiaque. Clic. Voilà, ça c'est des concentrations d'aldo du premier quartile au dernier quartile. Et regarde les prescriptions d'antagonisme minéralocorticoïde. Donc 70% des malades, ici en bas, pour le quartile le plus élevé, reçoivent des IEC 1A2 et des antagonistes minéralocorticoïdes. Donc, c'est cet échappement malgré la prescription des antagonistes qui est associé au mauvais pronostic. Donc, d'où l'idée d'aller réduire la synthèse de l'aldostérone. Mais ça a été extrêmement complexe. Suivant. Donc, juste ça pour vous rappeler, ici, je vous ai dit, ça c'est la synthèse de l'aldostérone. Je sais jusqu'à quelle heure là? On vient de démarrer. Normalement, c'est non, 1h30, mais c'est bon. Je vous remets ça. Ici, vous avez la synthèse de l'aldostérone avec l'aldostérone synthase et les 3 étapes catalytiques. Ici, je vous mets la synthèse du cortisol en parallèle. Et vous voyez que la dernière étape, c'est 11 bêta-hydroxylation du 11-déoxycortisol en cortisol. Vous voyez que c'est sous la dépendance d'une enzyme qui s'appelle la 11 bêta-hydroxylase, qui ressemble beaucoup à la 11 bêta-hydroxylase ici, qui est aussi un cytochrome qu'on appelle CYP11B1. Ici, vous avez CYP11B2. Mais de façon fantastique, l'expression des enzymes au sein du cortex surrénalien n'est pas identique. La zone externe, c'est-à-dire la zone glomérulée, ici, n'exprime que CYP11B2. Et elle est sous la dépendance du potassium et de l'enjeu 2. La zone fasciculée, sous la dépendance de l'ACTH, n'exprime que CYP11B1.
Donc, vous voyez que vous avez des zones dans la glande surrénale qui vont être complètement spécifiques, dédiées à la synthèse des minéralocorticoïdes et des glucocorticoïdes. Mais le problème, c'est que vous avez 93% d'homologie entre les deux enzymes. Donc, vous imaginez bien que synthétiser un inhibiteur sélectif, c'est compliqué quand vous avez 93% d'homologie de structure. Suivant. Donc, ce qu'on veut, c'est ça, c'est inhiber avec un inhibiteur d'allosynthase ces étapes enzymatiques, mais en évitant d'inhiber l'autre côté. Donc, c'est là où c'est la difficulté. Vas-y. Donc, le premier inhibiteur d'allosynthase, c'est le LCI 699. On a travaillé dessus avec Laurence, il y a maintenant, vous voyez, un certain nombre d'années, hein, donc plus de 12 ans. Vous voyez que son indice de sélectivité sur l'aldosynthase humaine, CYP11B2 et CYP11B1 est très faible, hein, 0,7 nanomolaire, 2,5 nanomolaire. Donc, on va avoir 3 à 4 d'indices de sélectivité. Donc, pas un inhibiteur très sélectif. Donc, on a... Attends, tu vas trop vite. On a pris donc, des patients avec un hyperaldo primaire. Vous voyez qu'on leur a fait une titration ici avec le LCI. On voit que l'aldo qui est très élevé va baisser, reste plate. On les bascule sous placebo. Ben, ça remonte à l'état initial. Et puis ensuite, si on donne de l'éthérénol, paf, ça fait encore plus monter l'aldostérone. On voit que c'est bien un inhibiteur parce que ben, vous avez l'aldo, vous avez son précurseur, vous avez l'accumulation dépendante de la dose du précurseur, la 11-déoxycorticostérol. Mais ça, c'est des concentrations massives de 11-déoxycorticostérol, mais massives, comme une tumeur à DOC. Hein. Or, je vous rappelle que la DOC est aussi un minéralocorticoïde. Suivante. Mais pourquoi il y a un petit problème, c'est que ça inhibe aussi CYP11B. Alors, si on regarde le cortisol à 8 heures, vous voyez bien qu'il ne s'est rien passé. Pourquoi il ne s'est rien passé? Suivant. C'est qu'en fait, on voit qu'il y a une augmentation dépendante de la dose du précurseur, le 11-déoxycortisol, qui veut dire que, à ce moment-là, votre ratio cortisol 11-déoxycortisol va diminuer, ce qui veut dire qu'il y a inhibition de CYP11B1. Suivante. Et, et donc, vous voyez bien que vous avez inhibition de CYP11B1 parce que l'ACTH augmente. Donc, l'ACTH augmente en fonction de la dose, parce qu'il y a en fait un déficit glucocorticotrope, et ce déficit glucocorticotrope va stimuler ici la zone fasciculée, donc synthétiser encore plus de 11-déoxycortisol pour maintenir le cortisol à peu près à la valeur normale. Ce faisant, aussi, en fait, il va stimuler la synthèse de 11-déoxycorticostérol. C'est pour ça qu'on a une accumulation massive de DOC qui a fait que la baisse de pression artérielle et la déplétion sodée induite étaient assez faibles, en fait. Suivante. Donc, du coup, celui-là, il est parti pour le Cushing. Hein? Donc, c'est l'osilodrostat qui est utilisé dans le traitement du Cushing à beaucoup plus forte dose. De façon très intéressante, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même en prenant 10 à 100 mg d'osilodrostat, il inhibe complètement la synthèse de l'aldo, et bien, l'aldo plasmatique, il y en a toujours. Heureusement, parce qu'on serait en grande insuffisance surrénale. Parce que les animaux qui ont fait un knockout complet de l'aldosynthase, en fait, ils ne sont pas bien du tout. Hein. Ils sont en tout petits, ils sont pas. En revanche, les hétérozygotes, ils survivent. Les homozygotes, très compliqués. Alors, vous voyez, première étape. Il a fallu 2013, vous voyez, 2017, donc 4 à 5 ans de chimie pour trouver d'autres inhibiteurs beaucoup plus sélectifs. Et le Baxdrostat est un de ces inhibiteurs sélectifs, avec un indice de sélectivité de 100. Regardez ici l'enzyme humaine, 13 de KI sur l'aldosynthase, 1300 sur la 11-bêta-hydroxylase, un indice de sélectivité de 100. Step suivant. Donc on le voit ici, lorsqu'on donne des doses uniques de ce médicament à des volontaires sains, vous voyez que l'aldo s'écroule. Hein. On voit un petit peu d'accumulation de la DOC, mais qui commence vraiment à s'accumuler à partir de 90 mg. Le médicament va être donné entre 1 et 2 mg. Et vous voyez que si vous regardez ici le cortisol, il reste stable.
mais qu'à partir ici de 90 mg, on va avoir une augmentation de 11-déoxycortisol, on perd la sélectivité. Il y a un range de dose totalement très très élevé, 90, et le médicament il va être administré à 1 suivant. Donc le premier essai qui a été publié dans le New England, c'est celui-là, chez les patients ayant une hypertension artérielle résistante au traitement, avec une trithérapie antihypertensive. Donc les patients ont été randomisés pour recevoir du placebo, 0,5 mg de baxdrostat, de 1 mg et 2 mg par jour de baxdrostat. Sous un traitement, vous voyez, diurétique 100%, inhibiteur du système rénine-angiotensine, bêta-bloquant, inhibiteur calcique. Et pendant toute la durée des 12 semaines, pas de modification du traitement. Vous voyez que la première dose de baxdrostat ne réduit pas la pression artérielle de façon significative. Il y a un sacré effet placebo, 9 mm de mercure, c'est énorme en termes de baisse de pression artérielle en mesure clinique. Donc ici, c'est non significatif et c'est seulement à partir des 2 doses supérieures, 1 et 2 mg de baxdrostat, chez les malades qui ont environ 148 mm de mercure de base, qu'on va voir une baisse de 17 à 20 mm de mercure. Mais une courbe de réponse assez plate. Si on regarde cette fois-ci l'aldostérone, ici, que ce soit dans les urines, on voit que la dose de 0,5, si elle ne baisse pas la pression artérielle, elle corrige déjà en partie l'aldo, vous voyez. Et vous voyez aussi que la concentration d'aldo qui ne change pas sur placebo va baisser ici sous baxdrostat 0,5, 1 et 2 mg. Donc il y a une petite dissociation entre l'effet hormonal et l'effet tensionnel. Parce que il en faut un peu plus pour faire baisser la pression artérielle. Pourquoi la pression artérielle baisse? Suivante. La pression artérielle baisse parce que, malgré le fait que les patients reçoivent 100% des diurétiques, eh bien, on induit une déplétion sodée supplémentaire. La montée de l'arénie, ici, montre que, en fait, en inhibant l'aldo, qui pourtant n'est pas au départ à des concentrations très élevées, mais elle échappe à l'IEC et un antagoniste de l'angiotensine 2, elle est stimulée par les diurétiques, donc il ne faut pas oublier, stimulée par un diurétique, stimulée là, eh bien cette concentration d'aldo qui reste élevée, elle participe à la genèse de l'hypertension artérielle. Et donc vous avez ici l'élévation de l'arénine qui témoigne que vous induisez une déplétion solide. Suivant, de partie de suivant. Juste une question, parce que tu nous as dit, et tu as redit sur ce côté-là, on voit que ça ne baisse pas de façon significative. Là, en fait, l'effet de 0,5 et 1. Sur le plan de l'arrêt, ouais. Le problème, c'est que la mesure de la pression artérielle, dans cet essai-là, c'est de la mesure clinique, un peu faite n'importe comment, avec un effet placebo de 9 mm de mercure. Donc, je n'irai pas plus loin sur l'interprétation. Normalement, on s'attend à un effet placebo de l'ordre de 5 mm de mercure, mais 9, c'est déjà de moins. Alors que les premières analyses de sécurité, qu'est-ce qu'elles vous montrent? La calémie, ça ne bouge pas, d'accord, donc au placebo, puis vous voyez, donc c'est 0,20, 0,36, 0,29 d'augmentation de calémie. Le débit de filtration glomérullaire ne bouge pas, moins 2, moins 7, moins 10 ml par minute dans l'espace de 12 semaines. Clic, encore, voilà, merci encore un coup, hop là. Mais, ce qu'il faut se rappeler encore un coup, pardon. Voilà. En fait, les patients avec un DFG de moins de 45 ml par minute étaient exclus de l'essai, et tous ceux qui avaient une calémie de base au-dessus de 5,5 étaient exclus, ou 5,2, pardon, étaient exclus de l'essai. Donc, on voit cette augmentation de 0,30 ml par minute, de millimol par litre de calémie. C'est la même chose qu'avec les antagonistes minéralocorticoïdes. La méta-analyse des antagonistes des minéralocorticoïdes vous donne 0,3 ml. Et le DFG, la baisse de DFG, c'est la même chose avec la phénylalanine. C'est la même chose avec les antagonistes minéralocorticoïdes. C'est les mêmes chiffres. Oui, on attend la même chose. Surtout qu'on a une baisse majeure de la pression artérielle. Donc, cet effet hémodynamique systémique va se transmettre au niveau de l'hémodynamique intra-rénale. Suivant. Donc, là, c'est le dernier papier qui vient juste de sortir dans le New England. Cette fois-ci sur une étude de phase 3, beaucoup plus large. Suivante. Alors, qui est un peu complexe. Donc, on a pris des malades qui avaient une hypertension non contrôlée ou résistante au traitement. Suivant. Donc, ils ont été randomisés au départ à placebo, baxdrostat 1 et baxdrostat 2 mg.
J'ai oublié de mentionner que la demi-vie plasmatique du baxdrostat est de 30 heures. Donc, ça couvre bien la limite des nerfs. Et donc, l'oubli d'une dose a peu ou pas de conséquences. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est important aussi. Pour tout échappement hormonal, c'est très important de pouvoir inhiber en permanence une enzyme. Dès que ça fait comme ça échappe. C'est la merde. Donc, vous voyez qu'il y a une deuxième étape où la plupart des malades ont été mis tous sous baxdrostat 2 mg, suivante, et puis ensuite, ils ont été randomisés à partir de la semaine 24 entre baxdrostat 2 mg et placebo pendant 8 semaines. Donc, c'est ce qu'on appelle la phase de, en anglais, c'est withdrawal, d'arrêt du médicament, et en double insu. Suivant, le critère principal d'évaluation, clique encore, merci. Le critère principal d'évaluation est ici aussi la pression artérielle systolique en position assise, ici à la 12e semaine, et puis aussi ici lorsqu'on va avoir l'arrêt du médicament contre placebo. Suivant. Malade âgé donc de plus de 18 ans, on a vu avec 2 ou 3 médicaments antihypertenseurs, de nouveau DFG supérieur à 45 ml par minute, kaliémie entre 3,5 et 5, donc on se met quand même dans des conditions où on ne peut pas avoir d'ennui, et la FDA avait demandé que le cortisol soit supérieur au matin à 3 microgrammes par dl, c'est-à-dire d'être sûr qu'il n'y ait pas de tension anale. Bien sûr, pas des antagonistes minéralocorticoïdes ou d'amyloride. Les autres, c'est tout à fait habituel. Suivant. Caractéristiques, 800 malades environ. Pourquoi ils sont exclus les hyperaldoes? Comment? Pourquoi il y a une exclusion des hyperaldoes? Non, ils ne sont pas exclus. Ah, pardon. Les apnées obstructives du sommeil et les hyperaldoes primaires n'étaient pas exclus. Ils peuvent être dedans, mais ils n'ont pas été analysés séparément. Ils peuvent être dedans puisqu'on s'en fout, ça n'a pas d'importance. Au contraire. Mais on ne sait pas. Et si on demandait dans un essai avec 800 patients d'avoir aussi que les gens aient cherché l'hyperaldoes primaire, alors on n'avait pas fini l'essai. Parce que la plupart des docteurs ne savent pas comment faire. Donc 800 participants, plus de 2 tiers ayant une hypertension résistante, qui se répartit, vous voyez, dans tout ça. Oups, pardon, on revient un tout petit peu en arrière. 60 ans d'âge moyen, 61% d'hommes, plutôt des blancs. Suivant. Pression artérielle, on va regarder 649,85. DFG, normal par définition, 84 ml par minute. Vous voyez que vous avez seulement 11% des patients qui ont un DFG moins de 60. Kaliémie normale, l'aldo dans les valeurs normales, mais sous traitement, hein, puisqu'ils sont sous traitement antihypertenseur, 2 à 3 traitements antihypertenseurs. Et l'ART est plutôt basse alors qu'ils reçoivent des diurétiques, des antagonistes de l'angiose 2, puis des IEC. Suivant. Alors voilà l'évolution de la pression artérielle, placebo. Donc vous voyez le placebo ici, 5 mm, 5,8 mm de mercure. Donc c'est un essai qui est plutôt bien fait puisque l'effet placebo est moins. Suivant, voilà l'effet de la dose de 1 mg, donc 14,5 mm de mercure de baisse, c'est l'intervalle de confiance, et la dose de 2 mg, 15,7 mg, 4,7 mm de mercure de baisse de pression artérielle. Donc, suivant, voilà, ce qui fait une différence contre le placebo, vas-y, clique encore, merci, une différence entre 9 et 10 mm de mercure contre un placebo. En pression systolique, ce qui est énorme, en fait, hein, est vraiment énorme, qu'on n'a jamais eu, hein, parce que par exemple, si vous prenez l'aprocitantan dans l'hypertension artérielle résistante, c'est 5 mm de mercure de différence contre le placebo. Donc, c'est franchement fort. La dénervation rénale contre le placebo, en mesure clinique, c'est 8 mm de mercure. Donc, c'est vraiment fort. Vous avez combien de traitements antihypertenseurs? Ils avaient, donc, ils sont donc 2, ceux qui sont non contrôlés, c'est 2, ceux qui sont résistants au traitement, ils ont plus de 3 antihypertenseurs, dont donc 100% sont sous diurétique, 98% sous l'inhibiteur du système aminé-angiotensine, 60% sous l'inhibiteur calcium, 50% sous bêta-bloquant. Donc voilà le pourcentage de patients qui ont une pression artérielle systolique moins de 130 mm de mercure, hein, donc avec un odds ratio de 2,9, vous voyez environ 40% pour chacun de groupe baxdrostat, contre 20% à peu près dans le groupe placebo, donc une différence hautement significative. Et si on regarde, donc on avait un tout petit sous-groupe dans lequel, et qui était biaisé, puisqu'on demandait aux investigateurs si vous pouvez faire, vous faites une mesure ambulatoire.
Voilà ce qu'on observe en mesure ambulatoire, mais il y a un nouvel essai qui va être rapporté à la prochaine AHA, cette fois-ci avec 100 malades dans chaque groupe avec mesure ambulatoire. Donc, vous voyez ici la moyenne des 24 heures de pression artérielle systolique, placebo 1 mm de mercure, totalement classique, il montre aussi la qualité de l'essai. La baisse sous 1 mg, 13 mm de mercure, sous 2 mg, 16 mm de mercure, ce qui fait une différence de 15 à 16 mm de mercure en mesure ambulatoire, ce qui est colossal pour ce qui est de l'hypertension artérielle. Mais aussi un point important, et qui correspond à ce qu'on imagine, puisque la demi-vie est 30 heures, la baisse de 12 mm de mercure dans la pression nocturne. La pression nocturne, hein, c'est extrêmement associé au pronostic rénal et cardiovasculaire. Plus elle est élevée, vous le savez, je suis habitué de ça, plus elle est élevée, plus les conséquences sont néfastes. Donc on essaye de contrôler cette pression nocturne et on sait que c'est souvent difficile. Et ici, on a un effet à peu près plat sur le nictémère. Ça, c'est un point qui est aussi important à noter. Suivant. Alors, maintenant, quand on arrête le traitement, donc je vous rappelle, hein, il y a eu 24 semaines d'exposition et on arrête. Et vous voyez que lorsqu'on arrête le traitement, en fait, ils ont une pression plutôt basse. Ils sont à 133 mm de mercure. Si on regarde le placebo, 8 semaines d'arrêt du baxdrostat, en fait, il y a une toute petite élévation de la pression artérielle, 1 mm de mercure. Et on continue le baxdrostat, ça continue à baisser. Le plus surprenant, c'est ça. C'est-à-dire qu'on arrête le traitement, la pression ne monte pas. Suivant. Si on regarde l'aldo, voilà, pendant la période en double insu, on a grosso modo une réduction de 60 à 65% de la concentration d'aldo, et qui commence très rapidement, qui reste plein. Si on regarde ici la période où on a arrêté le traitement, ben vous voyez qu'après arrêt du médicament, donc 8 semaines plus tard, vous avez un très faible échappement de l'aldo. Alors, on se demande ce qui se passe là. On se demande ce qui se passe. Les souris qui sont nocautées pour l'algosynthèse, en fait, elles ont une transformation lipidique de la glande surrénale. Donc, on peut se demander qu'il y a un remodelage, une modification importante de la glande surrénale. Il n'y a pas de stockage du médicament, c'est-à-dire qu'il serait release, avec un release, etc. Non, c'est pas ça. Donc, on ne sait pas et il y a besoin de continuer à bosser pour comprendre pourquoi c'est comme ça. C'est un peu comme la substance surrénale en psychothérapie prolongée, non? Je pense pas que c'est. Je ne peux pas te le dire. Pour l'instant, je ne peux pas te dire. On n'a pas de mesure de l'activité enzymatique. On ne peut pas la mesurer. Et là, je n'ai pas les précurseurs. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, n'ayant pas les précurseurs, de deux choses une. Soit le précurseur reste encore élevé. À ce moment-là, ça veut dire que, en fait, il y a une inhibition persistante. Soit le précurseur est pareil que l'aldo, ça veut dire que y a quelque chose qui se passe dans la surène, fait que l'ensemble du système ne réagit plus. Il n'y a pas du tout d'insuffisance surrénale, tout ça. Ouais. Suivant. Sur l'arénine, vous voyez la montée de l'arénine. Ici, on partait des gens qui étaient avec une arénine plutôt basse, et vous avez une activité arénine plasmatique qui va monter, qui est en ARP, c'est très important, hein, 6 nanogrammes ml/h. Donc, cette augmentation massive. Et là, vous voyez, il ne se passe pas grand-chose lorsqu'on arrête le traitement. Elle reste à cette valeur, comme s'il y avait une déplétion sodée qui se poursuit. Suivant. Alors, l'académie, oui, c'est attendu. Voilà ce qui se passe sur l'académie. On va avoir 0,3, 0,4 ml millimol par litre d'élévation de l'académie. Ça apparaît au bout d'une semaine et ensuite, ça reste très, très stable. Suivant. Le DFG, vous voyez que hop, il va y avoir une baisse de l'ordre de 8 millilitres par minute de DFG initial, puis ensuite ça reste très stable. Et lorsque vous arrêtez le traitement, en fait, ça revient à sa valeur de base, mais avec une très forte normalité interindividuelle. Suivante. Alors, si on regarde maintenant les effets indésirables, on va se concentrer à l'hyperkaliémie. Oui, il y a entre 3 et 8% d'hyperkaliémie. Pour ce qui est des kaliémies supérieures à 5,5, vous voyez 6% à 11%. Les kaliémies supérieures à 6, 2 à 3%. Ça, c'est fait dans des laboratoires centralisés. Lorsque c'est fait dans le laboratoire de l'hôpital même, du centre même, en fait, ce n'est pas confirmé. C'est parce qu'il y a les transports, il y a tout ça. Ce n'est pas vraiment
Alors, ça se situe quelque part par là, hein, mais c'est attendu. C'est les chiffres qu'on voit aussi avec les antagonistes minéralocorticoïdes. Suivant. Alors, pour vous, je suis allé voir les données de santé rénale. Ce qui nous embête bien en particulier, nous, dans les études, hein, c'est-à-dire que centralisé, il est Ah, ben c'est la merde. plus haut, et donc, Bah, bien sûr, c'est plus des patients. t'as beau leur dire, Mais ça, ils veulent pas entendre. Ils veulent pas entendre. Juste quelques éléments de Baxter-Stadiel. Donc, excusez-moi, oui, des milligrammes chez malade d'insuffisance rénale chronique, vous voyez avec les niveaux de DFG qui sont là, voire des patients en hémodialyse. Le Baxdrostat, il a un petit métabolite qui est de 507M, hein, qui a aussi un petit effet. Si on regarde les concentrations plasmatiques au max, elles ne sont pas modifiées. Les aires secours ne sont pas modifiées. Et la demi-plasmatique n'est pas modifiée par insuffisance rénale. C'est une bonne chose, c'est-à-dire que ça peut être utilisé, de même que pour le métabolite. Suivant. Alors, comment? C'est potassium le bas. C'est potassium le bas. Oui, déjà, ça ne s'accumule pas. Ça ne s'accumule pas une insuffisance rénale parce que c'est éliminé par voie métabolique et hépatique. Alors, il y a des camarades ici, Boyer, qui vient juste de publier son papier chez insuffisant rénal. Donc, vous voyez, ils sont tous sous IEC antagonistes à l'enjeu de un DFG entre 25 et 75 ml par minute. Ils ont été randomisés placebo, dose plutôt faible, 0,5 à 1, ou dose plutôt élevée, 2 à 4 mg, suivant. Donc, premièrement, bon, on va regarder juste cette partie-là. Chez les malades avec cette insuffisance rénale chronique, bah, il va y avoir une baisse de la pression artérielle. Il y a un effet placebo un peu plus marqué, mais vous voyez, la différence est de 8 à 9 mm de mercure. Donc, même chez ces malades-là, vous avez une baisse de la pression artérielle avec de nouveau une courbe dose-réponse qui est assez plate, suivant. Ça fait baisser l'expression urinaire d'albumine, placebo. Ici, ça c'est les 2 doses poulées, de l'ordre de 50 à 60% de réduction de l'expression urinaire d'albumine, pas d'effet dose majeur, suivante. Et ben, ça fait monter aussi la kaliémie ici, hein, mais qui est à peu près de 0,4, rien de peut-être un peu 0,5, entre 0,4 et 0,5, ici d'augmentation de la kaliémie, et le pourcentage de patients avec hyperkaliémie est plus élevé. On va atteindre cette fois-ci pas les 2%, mais on va avoir 20-25% de patients avec hyperkaliémie. Mais un signal ici sur la protéinurie, hein, donc avec sur l'expression urinaire d'albumine. Suivant. Donc ça, c'est un autre inhibiteur de l'allosynthèse, le lorundrostat, un développement qui est uniquement fait aux États-Unis, avec une sélectivité qui est plus forte, vous voyez, 374, mais une demi-vie beaucoup plus courte, de l'ordre de 8 heures, donc, alors que l'autre, c'est 30 heures. Voilà les effets en mesure ambulatoire de pression artérielle. Donc, mauvais essai ici, parce que vous avez 7 mm de baisse en mesure ambulatoire, c'est énorme, mais ils ont de la chance, ils trouvent la baisse de pression artérielle en mesure ambulatoire de l'ordre de 15 à 14 mm de mercure, avec des doses de 50 à 100 mg de lorundrostat. Suivant. Donc là encore, vous voyez, tout ça est très consistant, il se voit, est reproductible avec des molécules différentes. La kaliémie ici va monter de l'ordre de 0,4 mmol par litre et elle va réduire lorsque vous arrêtez le traitement. Et vous avez ici les pourcentages de patients avec des kaliémies au-dessus de 6, 5 à 7%. Suivante. La baisse de DFG ici de l'ordre de 8 à 9 millilitres par minute. Suivante. Alors, pour vous, néphrologues, et pour nous tous, je trouve que s'il y a ce papier qui est sorti dans le Lancet avec un autre inhibiteur de la synthèse d'eau, qui est le vicadrostat, qui est lui développé par Boehringer Ingelheim, dans lequel, et ils vont faire qu'un développement avec l'empagliflozine. Le vicadrostat a été administré seul ou en combinaison avec l'empagliflozine à une dose de 10 mg par jour chez les malades avec insuffisance rénale chronique, maladie rénale chronique, pardon, DFG entre 30 et 90 ml par minute, cette excrétion urinaire d'albumine, alors qu'ils sont sous traitement par le cœur du système rénine-angiotensin. Leur DFG, vous voyez, est de l'ordre de 55 ml par minute, et ils ont une excrétion urinaire d'albumine de l'ordre de 400 mg par gramme. L'inhibiteur de la synthèse de l'aldo, comme précédemment, il régule de façon dépendante de la dose, pour 10-20 mg, l'expression urinaire d'albumine. Il n'y a pas de doute. Oui, ça a un impact. Lorsqu'on le combine avec le vicadrostat, qui n'est pas très visible, que ce soit très très fortement amplificateur,
disent si, ça augmente. Bon, je ne suis pas très impressionné. Si on regarde le nombre de patients ayant une réponse de plus de 30% d'expression élémentaire d'albumine, il y a une petite augmentation ici qui est plus marquée chez les malades qui prennent 10 mg de bicadrostat en le combinant avec l'empagliflozine. Suivant. Alors, le bicadrostat seul peut baisser la pression artérielle, vous voyez, de l'ordre de 5 mm de mercure. En revanche, en combinaison avec un émetteur de SGLT2, l'empagliflozine, vous voyez que, clac, vous avez cette baisse beaucoup plus marquée. C'est ça peut faire. Beaucoup plus marquée ici de la pression artérielle de l'ordre de 10 mm de mercure qui reste stable. Donc, il y a un effet combinatoire, en tout cas sur le plan hémodynamique systémique. Suivant. Maintenant, la question c'était de savoir est-ce que les émetteurs de SGLT2 vont un peu moduler l'hyperkaliémie. Parce que il y a eu des méta-analyses montrant que chez les diabétiques, chez ceux qui reçoivent des IEC d'antagonistes de l'enjeu 2, lorsqu'ils sont sous émetteurs de SGLT2, la kaliémie, ils ont moins d'hyperkaliémie. Donc l'idée ici de regarder est-ce que ça a un nom. Alors vous avez ici les modifications de la kaliémie avec 0,3, environ 0,3, 0,4, vous avez ici les chiffres, hein, 0,25 à 0,33 de kaliémie en plus sous bicadrostat. En combinaison avec l'empagliflozine, la seule chose qu'on voit, c'est que pour la plus faible dose, l'élévation de la kaliémie est un peu moins marquée. Mais c'est quand même pas majeur. Suivant. Si on regarde le DFG, voilà la baisse de DFG de l'ordre de 3 à 4 ml par minute. Lorsqu'on combine, voici l'effet sur la baisse de DFG. Pas non plus un truc majeur qui se passe. Suivante. Alors, je vous ai mis ça, qui vient d'être publié dans le New England Essay Confidence, qui a, cette fois-ci, en utilisant l'empagliflozine et la finerenone. Donc, l'expression urinaire d'albumine, vous avez une baisse avec les deux médicaments, ici, donc une exposition de 180 jours, puis c'est arrêté, entre 180 et 210 jours. La combinaison des deux a clairement un effet additif. Lorsqu'on regarde l'effet tensionnel, très peu de baisse de pression artérielle avec la finerenone, à la dose de 10 mg ici, et l'empagliflozine 10 mg. En revanche, lorsqu'on combine les deux, il y a un renforcement tensionnel évident, pas majeur, puisqu'on a 6 à 8 mm de mercure. Si on regarde la kaliémie, là c'est raté. C'est-à-dire qu'on ne voit pas vraiment l'empagliflozine qui ferait quelque chose sur la kaliémie. Alors l'élévation est modeste, 0 avec la finerenone, de l'ordre de 0,20 mmol par litre, et puis 0,25, en fait, il n'y a pas du tout d'effet. Et si on regarde le DFG, on va avoir une baisse plus marquée lorsqu'on va combiner les deux par rapport à chacun des médicaments pris seuls. Suivante. On regarde les événements indésirables. Donc, si vous regardez les hyperkaliémies, on voit qu'elles sont rapportées de façon similaire dans la combinaison avec l'empagliflozine, ici, environ 10 à 11%. La réduction de plus de 30% du DFG, 6 à 3%, plutôt plus important. Et après, sur les kaliémies, les différents seuils de kaliémie, pas de différence. Suivante. Donc, je mets ça pour qu'on se rappelle bien que cet effet hémodynamique initial, en fait, donc ça c'est dans Fidelio décadé, quand on met la finerenone, on voit la baisse initiale ça c'est le DFG dans le groupe placebo, et voici le DFG dans le groupe finerenone. On pourrait faire ça avec IEC, plein de médicaments, sauf les émetteurs calciques. Les émetteurs calciques, ça fait ça monte, et puis ensuite ça va décliner. Donc, avec les bloqueurs du système rénine-angiotensine-aldostérone, on voit cette baisse initiale du débit de filtration glomérulaire dans les 12 semaines, et en fait, elle ne va pas préjuger du devenir rénal ultérieur. Et les gens vont avoir un bénéfice rénal ultérieur malgré cette baisse initiale du débit de filtration glomérulaire. Et c'est ce qu'il faut expliquer à beaucoup de collègues, qui est qu'ils vont arrêter immédiatement tout traitement dès qu'ils voient la créate monter. Non, alors que justement, c'est l'inverse qu'il faut faire. Bien sûr, si elle s'élève trop, au-delà de 30, 40, 50%, il faut quand même rechercher une autre anomalie sous-jacente, mais voici le bénéfice et des méta-analyses qui montrent la même chose. Suivant. Donc, pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, vous voyez bien que les résultats de la synthèse de l'aldo, on va avoir des profils très différents
d'inhibition du système, et en particulier de l'aldo sur son récepteur et aussi sur ses effets non génomiques et génomiques. Suivant. Vas-y. Premièrement, sur les enzymes, si on regarde l'inhibition de la synthèse de l'aldo et de l'antagonisme minéralocorticoïde, ben oui, ici on va avoir une inhibition de la synthèse de l'aldo, alors que pas du tout une activation de CYP11B2. L'expression ici est augmentée, mais l'enzyme est inhibée. Ici, l'expression est fortement augmentée. Clique encore. Sur les hormones, l'aldo très diminuée, tandis que là, elle est stimulée au maximum. La déoxycorticostérone, ici, elle est augmentée, mais ici, elle est massivement augmentée. Suivant. L'activation du récepteur minéralocorticoïde diminue, bloquée. Les autres ligands sur le récepteur, ils peuvent toujours se lier au récepteur, tandis que là, ils sont bloqués. Suivant. Les effets cellulaires de l'aldo, ceux qui dépendent du récepteur de minéralocorticoïdes, ils sont diminués. Là, ils sont bloqués. Ceux qui sont indépendants, ils sont diminués, ils ne sont pas bloqués. Suivant. Et si on regarde les effets pharmacodynamiques, la kaliémie, c'est pareil, la pression artérielle, c'est pareil, l'activité rénine plasmatique, c'est pareil. Suivant. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Quel type de traitement? Alors, il y a des camarades qui sont Bertram Pitt et Gordon Williams, tous les deux américains, donc qui se disent, ben voilà, en fait, on peut peut-être, vous voyez, est-ce que c'est des compétiteurs ou c'est des collaborateurs? Donc, en fonction de la présence d'une activation ou d'une anomalie sur le récepteur ou d'une dysfonction de l'enzyme CYP11B2. Clique. Donc, s'il y a une hyperactivation du récepteur minéralocorticoïde, il vaut mieux donner un antagoniste minéralocorticoïde. Suivant. S'il y a trop de production d'aldostérone, il vaut mieux donner un inhibiteur d'aldosynthase. Suivant. S'il y a les deux, eux, ils conseillent de donner les deux. Antagoniste minéralocorticoïde et inhibiteur de l'aldosynthase. Suivant. Tout ça pour normaliser la fonction du récepteur et la production d'aldostérone. Et là, je m'oppose au petit camarade. Suivant. Pourquoi? Parce que vous voyez, dans ce papier très vieux de Joël Ménard, très vieux, qu'est-ce qu'il a fait? Joël Ménard, il a donné de la spironolactone, donc ça c'est des rats, spontanément hypertendus, qui sont maintenus en dépression sodée, et il leur a donné ici soit de la spironolactone, soit la combinaison de spironolactone avec un inhibiteur de la synthèse de l'aldo, le FAD 200, ces chiffres. C'est pas grave, un inhibiteur de la synthèse de l'aldo. Vous voyez que lorsque vous combinez les deux, ils ont du mal quand même à grossir les animaux. Si vous regardez la pression artérielle, il ne se passe pas grand-chose. Mais quand vous connaissez, combinez les deux, vous avez la kaliémie qui augmente et surtout, vous avez un sens rénal qui apparaît. Donc, le risque de la combinaison de ces combinaisons est, pour moi, fait qu'il ne faudrait pas les donner. Alors, il y a juste une petite différence, je termine là-dessus. C'est ma dernière diapo après. Juste une petite différence, c'est que le FAD n'est pas un inhibiteur sélectif de CYP11B2, c'est un inhibiteur aussi de CYP11B1. Mais à l'époque, on ne le savait pas. Donc, cette élévation de la kaliémie, on ne peut pas savoir si ces animaux, en fait, ils n'avaient pas un sens surrénal glucocorticoïde. Voilà. Donc, ce n'est pas certain. Ensuite, l'autre élément, c'est que plus tard a été démontré que CYP11B1 est aussi une enzyme qui est impliquée dans le métabolisme de la spironolactone. Et donc, si tu inhibes, tu accumules de la spironolactone. Donc, aujourd'hui, avec les inhibiteurs sélectifs, je ne sais pas tout ça, je parle sur un plan théorique. En tout cas, il faudrait le retester dans des modèles expérimentaux avant de donner les deux ensemble à des malades. Ça me semble un peu excessif aujourd'hui. Suivant. Donc, en conclusion, c'est sûr que les antagonistes minéralocorticoïdes ont apporté toute l'évidence pour les effets bénéfiques comme cardiovasculaires et rénaux. Suivant. Ce que je vous ai montré, c'est que les inhibiteurs sélectifs réduisent la pression artérielle chez les malades avec hypertension non contrôlée ou résistante et réduisent l'albuminurie chez les patients avec néphropathie diabétique, seuls ou en combinaison avec les inhibiteurs de la GLP2. Ils ont, comme je vous l'ai montré, des similarités et des différences sur les effets biologiques. Et on peut, en fonction de ce qu'on a envie, utiliser l'une ou l'autre approche. Ils ont, bien sûr, ce que je n'ai pas dit, les inhibiteurs de la synthèse n'ont aucun effet sexuel. Du tout.
il n'y a pas très peu de données expérimentales comparant les inhibiteurs de l'aldosynthèse d'antagonistes minéralocorticoïdes. Malheureusement, ça va être très, très difficile d'obtenir des données faites par les industriels qui ne veulent pas aller regarder ce que ça va donner pour les comparer. Pour moi, aujourd'hui, à ce jour, il ne faut pas combiner un inhibiteur de l'aldosynthèse et un antagoniste de un agoniste des acétates minéralocorticoïdes. Et enfin, voilà le développement actuel, donc des essais dans le maladie rénale chronique, néphropathie diabétique, prévention de sciences cardiaques, hyperaldo primaire et résistance attentionnelle. Je crois que vous êtes impliqués dans tout cela. Et dernier point, quand même, ce qui est important, c'est qu'on a participé à l'essai PAX-HTN, grâce à toute l'équipe d'hypertension artérielle, mais aussi grâce à l'équipe de l'UCIC. Voilà. Merci beaucoup. Merci Michel, toujours avec passion. Des questions? Pour vous, les assis à plus long terme vont faire mieux que ouais, sur la prévention cardiovasculaire. Ah oui, ils seront prescrits. Ils seront prescrits. Ils sont plus puissants. L'éplérénone, qui est l'alternative, de se dire ah ben, je donne de l'éplé, je n'aurai pas de problème. Il faut savoir que l'éplérénone, pour qu'elle ait un bénéfice identique qu'une dose, il faut donner 4 fois la dose de spironolactone. Donc pour 50 mg de spiro, il faut donner 200 mg d'éplé. Et l'éplérénone, il faut la donner en 2 prises par jour. Donc, les comprimés ont été mis en vente à 25 et 50 mg. Donc ça veut dire entre 4 et 8 comprimés d'éplérénone. Indépendamment de ça. Spironolactone, on l'aura jamais. Oubliez, on ne l'aura pas. Elle n'est pas sur le marché. Donc, on ne reste qu'avec, malheureusement, la spironolactone. Indépendamment de ça, sur l'effet purement endothélial, systémique je ne peux pas répondre, je n'ai pas les données comparatives, il n'y aura aucun essai. Je me bagarre pour que les essais soient faits, ils ne les feront jamais. Jamais, parce que si, en plus c'est bête, parce que même si l'effet, disons, ce qu'on va mesurer est identique, mais la tolérance est bien meilleure. Voilà, quoi, ça permet de prescrire les médicaments. La tolérance en particulier sexuelle, etc. On aura les mêmes problèmes, la calémie, la DLG, ça je voulais vous le juste comme ça. Voilà. Mais sur l'observance au traitement, sur la prescription par les médecins, or, moi ce qui compte ici, c'est qu'on bloque les effets de l'aldo. Peu importe, si vous voulez donner des antagonistes minéralocorticoïdes, c'est pas grave. Mais les malades ne les prendront pas, c'est les premiers médicaments sur l'ensemble des médicaments. Lorsqu'on regarde les prescriptions à long terme et leur devenir, c'est les traitements qui sont le plus souvent arrêtés par les patients eux-mêmes. D'ailleurs, c'est intéressant de regarder la fiche d'information pour les patients sur Internet. Ah, tu ne prends pas la spironolactone, non? Oui. Parce que tu as peur. C'est écrit que tu vas mourir. Et surtout, il est écrit ne jamais combiner avec un IEC, un antagoniste de ce qu'on fait tous les jours, bien sûr. Donc, ils voient ça, et leur docteur fou a prescrit ça en top d'un IEC, un antagoniste de l'enjeu 2. Conceptuellement, on aurait bien aimé avoir les finérénone. Bien sûr, mais on ne l'aura pas. Ou alors, ils attendent que ça tombe dans le domaine public, et à ce moment-là, voilà, on ne l'aura pas. On sera à la retraite. Non, mais on ne l'aura pas. On ne l'aura pas, c'est sûr. On ne l'aura pas. Et puis, elle pose un petit problème, la finérénone. Le développement qui a été fait pour éviter les hyperkaliémies, il y a des hyperkaliémies, en fait, ils n'ont pas poussé les doses, en particulier dans la maladie rénale chronique. Donc, la finérénone, elle est donnée à 5 à 10 mg, point. Mais pour aller dans le sens cardiaque, ils sont allés entre 20 et 40 mg. Donc, ce qui montre bien, ils sont bien conscients qu'il y a quand même un truc qui n'est pas pareil, quoi. Et en fait, la baisse de pression artérielle avec 10 mg de finérénone, elle est extrêmement faible. Je vous l'ai montré aussi là dans l'essai confidence, très faible. Ça baisse très peu la pression artérielle. Alors là, il y a une dissociation entre l'effet hémodynamique systémique et le bénéfice rénal. Donc ça, c'est clair. C'est plus marqué. Nous, j'étais un peu déçu de confidence. On s'est sorti. Non, mais je veux dire, on attendait tous, on était sûr que ça allait super bien marcher, etc. Et en fait... Il y a un effet additionnel. Voilà.
J'ai juste une question sur ce que tu nous as raconté au départ sur les taux circulant dans l'aldostérone, variables d'une personne à l'autre, et finalement prédispose telle ou telle personne à faire plus d'hypertension artérielle. Est-ce qu'il y a un polymorphisme sur l'aldostérone synthase Oui, qui pourrait expliquer Oui. les variabilités individuelles et peut-être Absolument. une variabilité Excellente possibilité de traitement? excellente question, je vous remercie de me l'avoir posée. Donc oui, il y a un polymorphisme de cyclone B2, et ce polymorphisme est associé à des concentrations plus élevées d'aldostérone. Donc oui, c'est vrai. C'est vrai. Et donc, un des éléments qui participe à la variabilité interindividuelle. Mais l'aldo, il faut bien se rappeler, l'aldo, d'abord, c'est une sécrétion pulsative. La mesure qu'on fait, les mesures ponctuelles, alors que vous avez des spikes, si vous regardez les vieux papiers de physiologie, on voit les spikes, mais tout le temps, la sécrétion d'aldo, hein, donc sous la dépendance de la CTH, plein de choses, fait que ce qui est le plus représentatif, finalement, c'est l'extraction urinaire d'aldo, hein, puisqu'elle va couvrir tous ces spikes, etc. Le problème, c'est qu'encore une fois, là, si on va aller sur l'extraction urinaire, il y a des problèmes méthodologiques, c'est-à-dire que nous, ici, on mesure l'extraction urinaire de l'aldostérone libre en acide, donc la pH1, alors que ce n'est pas le métabolique le plus important, c'est la tétrahydroaldostérone que nous, on ne mesure pas. Par exemple, donc on n'a pas accès à ce métabolisme. Je veux dire, la dose libre urinaire, qui n'est pas qui est le glucuronide d'aldostérone, on a partie glucuronide. On fait ça parce qu'en fait, j'ai croisé Sébastien Tchernikov qui m'a dit qu'il y a un polymorphisme sur le récepteur du GLP1 qui prédit la réponse du GLP1 et qu'en fait, il l'a mis en place avec Nicolas Panel. Ça y est, on peut avoir le page ici, en fait. Donc, Mais on peut imaginer qu'un jour, on a ces médicaments-là, peut-être qu'on pourra prédire qui répond plus ou moins, c'est peut-être ça. Ou en tout cas, alors, je te dirais que ce qui est très impressionnant, c'est que lorsqu'on regarde les données individuelles, malade par malade, donc on a les concentrations plasmatiques. Donc on a grosso modo 10% des patients qui n'ont pas pris le Baxdrostat pendant l'étude, puisqu'ils ont la concentration de Baxdrostat circulant, zéro, indétectable. 10%, ce qui est pas si c'est les seuls dont la pression artérielle, c'est les seuls dont la pression artérielle augmente. En fait, plus de 90% des patients, c'est la pression artérielle qui baisse, qui réduit. Alors, bien sûr, il y a des variabilités de la réponse. Hein. Tout le monde n'est pas cloque. Il y a une variabilité, donc il y a une variabilité interindividuelle. Là, il y a tellement de facteurs qui interviennent dans la régulation, dans la réponse tensionnelle, c'est très, très compliqué. Comme en plus, on n'a pas accès à la mesure de l'enzyme. Tu prends un IEC, tu peux mesurer l'activité catalytique de l'enzyme dans le plasma. Même si ce n'est pas le reflet de ce qui se passe vraiment, tu peux voir que l'enzyme est inhibée. Là, tu ne peux pas. L'enzyme, elle est dans sa surrénale. Donc, elle n'est nulle part accessible ailleurs. Elle est exprimée dans le tissu adipeux, mais c'est compliqué d'aller faire des biopsies de tissu adipeux pour vérifier qu'elle est inhibée. Voilà. Un commentaire et une question, mais sur ce cas plus général. Le commentaire, alors là, j'ai reçu encore aujourd'hui résultat de Laurent Ménard là, pour un de mes patients qui n'a pas de polymorphisme, enfin en tout cas de mutation pour le rein, mais maintenant il rend systématiquement la pharmacogénétique. Et si un jour, dans 30 ans, tu veux utiliser du clopidogrel, il leur dit hein, non. Si tu veux utiliser quelle statine, non. Si tu veux. Il le fait en pratique, non mais j'y repensais sur le côté. Laurent Ménard, c'est le chef de néphrologie, c'est lui qui fait les exomes. Ça pour les autonome. Ah oui. Mais ils l'ont fait alors. Ah oui. Plein de choses, et il associe maintenant systématiquement la pharmacogénétique. Il demande aux patients s'ils sont d'accord, et il leur dit donc si un jour il y a un patient qui vous prescrive ça, n'en est pas. Bon. Juste pour revenir, parce que tu as dit à plusieurs reprises, pourquoi est-ce que le fait que ça soit plus 7 mm, enfin une baisse de plus de 7 mm ou 7 mm dans le groupe placebo montre que c'est un mauvais essai? Je n'ai pas bien compris ton raison. Alors, plus l'effet placebo est grand, ouais.
moins c'est bon. Ça veut dire que, en fait, quand on fait un essai dans l'hypertension artérielle, généralement, on screen les malades, on a une période de running qui va être de l'ordre de 2 à 4 semaines, soit sous placebo en top 2, soit alors on arrête tous les médicaments pour que les gens soient en pression artérielle stable. En fait, si tu as un effet placebo important, c'est qu'ils ne sont pas stables, ils continuent à baisser de la pression artérielle. L'autre élément qui a un nouvel aspect, c'est que ce qui se passe, et en particulier, donc on voit ces effets placebo, surtout dans les essais menés aux États-Unis, c'est que les malades sont payés et les docteurs sont grassement payés aussi, si bien qu'il y a une pression à inclure les malades. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez participer à cet essai, si votre pression artérielle, machin, ce jour-là sera élevée. Donc, qu'est-ce que font les malades? Ils ne prennent pas leur traitement, ils arrivent, ils sont incluables, mais ils ne sont pas fous, les gars. Qu'est-ce qu'ils font derrière? Clac, ils reprennent leur traitement. D'accord. Et donc, il y a, que j'ai pas gagné du temps, je ne vous ai pas montré, il y a eu un essai qui s'appelle l'essai Halo avec le Baxdrostat. Et donc, cet essai Halo qui a complètement planté, ils se sont retrouvés avec un effet placebo de 17 mm de mercure. 17, et après, quand ils ont dosé les médicaments, à l'inclusion, les malades, ils avaient arrêté leur traitement, et ensuite, à la fin du suivi, ils avaient repris leurs médicaments. Donc, et cet élément devient de plus en plus important parce que les malades possèdent des appareils d'automesure. Donc, comme ils possèdent des appareils d'automesure et ils voient leur pression artérielle, s'ils voient que leur pression augmente et que rien ne se passe, donc ils ne sont pas cons, ils finissent par comprendre qu'ils sont dans le placebo. Ça sera encore pire quand ils se doseront au bout du doigt le potassium. Et ils commencent à boulotter, ou ils vont emmerder. Donc aux États-Unis, ils vont voir leur médecin traitant en dehors de l'essai en disant je veux le traitement, si tu ne me le donnes pas, je te poursuis. Donc, d'accord, plus compris. Voilà. Bon, écoute, merci beaucoup, c'était absolument passionnant. J'arrête l'enregistrement et donc, ceux qui veulent, je peux. Merci pour l'invitation. J'espère que je vous ai convaincu que l'aldo c'est mauvais.